Ok, tout le monde, on va redémarrer. Maintenant que vous êtes bien restaurés, j'espère. Qu'est-ce qu'il y avait à manger, rue? Il y avait des frites? Ok. Ah ouais, arrêtez de discuter. Ah, c'est bon, là. C'était un boutade. Hein. Je voulais pas lancer la conversation. Hein. Ok, donc avant de s'attaquer aux exemples spécifiques de quelques bactéries pathogènes, on va faire un tour sur les mécanismes de défense de l'hôte. Et vraiment, avant d'aller, souvent on pense au système immunitaire, c'est ça le mécanisme de défense, mais il y a beaucoup de choses qui sont un peu moins spécifiques que ça, mais qui sont extrêmement efficaces parce que ce sont les mécanismes moins spécifiques qui vont empêcher 90-99% des infections de s'installer. Et le système immunitaire, il va être là pour nettoyer la minorité des cas où les bactéries pathogènes arrivent à s'installer. Donc ces mécanismes de défense non spécifiques sont quoi? Bon, d'abord les barrières physico-chimiques. La peau, c'est relativement peu perméable aux bactéries et aux virus et à d'autres microbes pour installer une infection. C'est plutôt les muqueuses qui sont les sites d'infection le plus souvent. Et dans ce cas-là, le mucus lui-même joue un rôle de barrière pour empêcher les bactéries de s'attacher sur les cellules épithéliales, les muqueuses. Donc, sur les muqueuses, un autre type de barrière physico-chimique, c'est le flux des fluides sur les muqueuses, qui est là pour expulser des bactéries. Donc, dans les muqueuses respiratoires, les cellules ciliées vont toutes battre dans le même sens pour expulser des particules qui se sont tombées sur les muqueuses. Dans l'intestin, c'est le péristaltisme, même la diarrhée, ça peut être considéré comme une sorte de réaction pour éliminer les bactéries pathogènes. L'urine, c'est une façon de éliminer les bactéries des muqueuses génitales qui ont tendance sinon à remonter l'urètre et à provoquer des infections urinaires. Donc le flux d'urine est quelque chose qui va évacuer les bactéries et les éliminer, ainsi que les propriétés chimiques de l'urine. pH faible, acide urique, forte concentration d'urée. Ce n'est pas un milieu qui est très propice à la croissance bactérienne pour la plupart des souches. Pour les infections urinaires, la distance est un facteur important. Les infections urinaires sont 14 fois plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes, tout simplement parce que les bactéries ont plus de distance à remonter du l'urètre chez les hommes pour atteindre la vessie. Donc un autre aspect de ces défenses un petit peu physico-chimiques, c'est la forme des voies aériennes. Quand vous respirez par le nez, okay, vous n'avez pas un flux direct de l'air dans les poumons. Je devrais changer mon dessin, ça ressemble à autre chose là. Donc vous n'avez pas un flux laminaire direct vers le trachée, n'est-ce pas? On va arrêter au trachée. Hein, ça va être mieux pour tout le monde. Non, quand vous respirez par le nez, vous avez un système de tuyautage qui est absolument pas direct. Vous avez un système qui va un petit peu comme ça. Il y a des barrières et vous avez une sorte de flux qui devient turbulente. Donc, ce qui fait que quand vous aspirez par le nez, il y a une tendance à des particules qui sont portées dans l'air de se déposer dans les voies aériennes supérieures et pas d'être aspiré dans le trachée vers les voies aériennes.
que c'est quoi le plus basse? C'est quoi l'opposé de supérieur? Inférieur. Voilà, voilà. Ok. Donc c'est pour ça que quand vous avez la plupart des infections des voies respiratoires, c'est des angines, des rhinites, des choses comme ça. Parce qu'on a ce système-là qui est purement physico-chimique, mais qui protège les poumons de l'énorme majorité des infections. Donc ça fait partie des barrières physico-chimiques. On n'y pense pas tellement quand on pense défense de l'organisme contre les bactéries, mais néanmoins, c'est très important, ces choses-là. Une autre chose dont on comprend beaucoup mieux l'importance maintenant par rapport à il y a 10 ou 15 années, c'est la flore endogène. Donc, évidemment, la bouche est pleine de bactéries, les muqueuses génitales, les muqueuses intestinales sont également des surfaces colonisées par des bactéries. Et la flore endogène dans toutes ces muqueuses a un rôle très important pour empêcher l'installation des bactéries pathogènes. Par deux moyens, bon, tout simplement parce que la flore endogène occupe les niches écologiques, donc c'est moins facile pour d'autres bactéries de venir s'installer parce que bon, déjà la place est prise, quoi. Et il y a aussi des mécanismes beaucoup plus actifs employés par des bactéries, c'est-à-dire la sécrétion de protéines qui sont toxiques pour d'autres bactéries. Donc Escherichia coli sécrète une série de protéines qu'on appelle les cholicines, qui sont toxiques pour d'autres types de bactéries. Et c'est le même cas pour les gens Streptococcus, Bacillus, Staphylococcus. Ces bactéries sécrètent des protéines qui sont toxiques pour d'autres bactéries. Et ça aussi, c'est quelque chose qui empêche la colonisation de nos muqueuses, de la peau, par des bactéries pathogènes. Donc, le système immunitaire, on va traiter de ça après. Mais donc, ce concept de flore endogène, c'est quelque chose qui est important. Ça fait partie des pratiques d'hygiène, de bien se laver, etc. Mais il serait peut-être une erreur d'utiliser des produits antibactériens pour se laver la peau, etc. Parce que si on enlève toute la flore bactérienne sur la peau, bon, ça va être plus facile pour des bactéries pathogènes de venir s'installer. Et en fait, cette idée de l'effet protecteur de la flore bactérienne a été appliquée en termes en clinique. C'est-à-dire, puisque cette flore-là est protecteur, est-ce qu'on peut l'utiliser comme une thérapie curative, surtout dans les cas d'infection gastro-intestinale par des bactéries qui sont très résistantes aux antibiotiques. Alors, donc on a vu apparaître des thérapies dites de transplantation fécale à partir d'un individu sain. Et l'idée, c'est qu'on va prendre les bactéries de l'intestin de l'individu sain. Bon, c'est-à-dire, on va prendre les selles ici, on va les mettre dans le mixeur et on va les conditionner. Et ensuite, on va essayer de recoloniser l'intestin grêle de la personne malade avec ces bactéries venant d'une personne saine. Et il y a différents moyens de les livrer. Donc, soit on passe une ligne par le nez, là, on passe l'estomac et puis on va les mettre dans l'intestin grêle. Soit on passe par l'anus, ou alors on peut essayer de le faire à la maison. Mais ça, c'est déconseillé, ça, okay, parce que vous allez vous allez coloniser votre rectum pas plus loin que ça. Donc, en fait, ce sont des procédures qui ont été appliquées en clinique, et notamment pour traiter les cas d'infection par Clostridium difficile. Donc, le Clostridium difficile, c'est bactérie gram plus, pathogène. On peut le traiter par des antibiotiques, mais si le traitement de première ligne est inefficace, les traitements de deuxième ligne peuvent s'avérer peu efficaces aussi. Et dans ce cas-là, les antibiotiques qu'on a donnés ont totalement éliminé la flore endogène, ce qui a favorisé un petit peu l'installation de la bactérie pathogène. Donc, il y a des gens qui ont essayé, bon, je pense que c'est publié il y a 2 ou 3 ans, une publication dans New England Journal of Medicine, où ils ont
comparer un traitement par une transplantation fécale par rapport à un traitement par la vancomycine. Et quand on fait une transplantation fécale, on a 80% des patients guéris après un seul traitement, comparé à seulement 30% de guérison après un traitement par la vancomycine. Donc ça a peut-être l'air un petit peu dégueulasse comme ça, mais néanmoins, c'est une illustration de l'importance de la flore endogène pour lutter contre l'installation des bactéries pathogènes. Donc ça fait partie, c'est une partie très importante de nos défenses contre les bactéries pathogènes. Ok, donc on va passer au système immunitaire. Donc 2 planches sur la réponse immune innée, puis ensuite on fera la réponse immune adaptative. Donc on a par exemple des molécules comme la lysozyme, peut-être dans la salive, dans les larmes, et la lysozyme qui va cliver le pont glycosidique entre l'acide acide muramique N-acétyl et le N-acétylglucosamine. Donc c'est l'unité répétée dans la peptidoglycane de toutes les bactéries. Ce pont glycosidique bêta-1,4 entre NAG et NAM, c'est spécifique des bactéries, c'est absolument pas présent dans des structures présentes dans le corps humain, donc on peut le casser par la lysozyme et ça ne va absolument pas toucher des structures glycosylées de l'organisme. Donc, la lysozyme, c'est un élément de nos défenses immunes innées. Un autre système, c'est le système de complément. Donc, c'est un groupe, un ensemble de protéines solubles dans le sérum qui vont s'activer en cascade, un petit peu comme la cascade de la coagulation. Différentes voies d'activation, je pense que vous n'avez pas besoin vraiment de les connaître. La voie classique, c'est les anticorps vont se fixer sur la surface de la bactérie et c'est ça qui va activer le complément. La voie MBS, c'est-à-dire qu'il y a des lectines, pareil, dans le sérum qui vont reconnaître spécifiquement les structures sur la paroi de la bactérie et c'est ça qui va déclencher l'activation du système complément. La voie alternative, c'est un petit peu différent. C'est plutôt une protéine cellulaire va empêcher l'activation une protéine de l'hôte va empêcher l'activation du complément sur les cellules de soi. Et sur les cellules de non-soi, le complément sera activé. Alors, les résultats de tout ça, c'est quoi? Donc, la partie fonctionnelle ou la partie effecteur de complément, c'est la protéine C3 qui sera clivée en deux, C3A, qui est une chimiokine, c'est une molécule chimiotactique qui va attirer des neutrophiles. Donc, quand on a le complément qui est activé, C3A sera libéré et ça va attirer des neutrophiles pour dégommer les bactéries. C3B sera attaché de façon covalente à la surface de la cellule bactérienne et va recruter le complexe d'attaque membranaire, le MAC, qui va percer des trous dans la membrane externe des bactéries Gram-. Et ça, c'est très important parce que la lysozyme, par exemple, c'est une enzyme. Donc, elle va être efficace directement sur la paroi des Gram+, parce qu'il n'y a pas de membrane externe, mais elle ne peut pas attaquer directement la membrane, la paroi, la peptidoglycane, les bactéries Gram-, parce qu'elle ne peut pas passer la membrane externe. Donc, si on a le complément le C3b sera déposé, il y aura des trous dans la membrane externe, ce qui permettra de faire passer la lysozyme. Et on a quelque chose de semblable qui est effectué par les peptides antimicrobiens, qui sont en deux familles, catélycidine et défensine, différence un petit peu en longueur, les catélycidines en hélice alpha, les défensines avec une structure en feuille bêta. Donc, les défensines dans l'intestin, les cellules de Paneth et l'épithélium intestinal, est exprimé par des neutrophiles, qui sont des phagocytes. Les
catélicidine plutôt dans l'épithélium respiratoire. Donc les deux ont une fonction un petit peu semblable, c'est-à-dire qu'elles sont capables de déstabiliser la membrane des bactéries. Donc encore une fois, si on a une combinaison de peptides antimicrobiens et lysozymes, on peut déstabiliser la membrane externe des grands mois et puis détruire la peptidoglycane par les lysozymes. Donc ces différents effecteurs travaillent ensemble pour attaquer la membrane et la couche peptidoglycane de la bactérie. Donc ça, ce sont des effecteurs solubles, protéines solubles ou peptides solubles qui sont présentes, qui font partie de la réponse immune innée antibactérienne. Il y a aussi une branche cellulaire de nos défenses antibactériennes innées, notamment les neutrophiles et les macrophages, qui sont les phagocytes. Donc, les cellules bactériennes sont d'abord fixées sur les phagocytes. Comment ça? Parce que si on a des anticorps spécifiques des bactéries, si on a le complément qui est déposé sur la bactérie, ça va opsoniser la cellule bactérienne, ça va permettre son internalisation. Les phagocytes ont également des récepteurs de réponse immune innée, des récepteurs de amanose, des récepteurs LPS qui permettent la fixation non spécifique de bactéries. Enfin, non spécifique. Ouais, qui permettent la fixation directe des bactéries. Donc, cette fixation sera suivie par l'internalisation par phagocytose des cellules bactériennes. Donc, les bactéries vont se retrouver dans un phagolysosome. Et ensuite, il y a 3 événements importants qui vont tuer et détruire les cellules bactériennes. Donc, premier lieu, une sorte de sursaut oxydatif. Ce qui va produire des espèces activées d'oxygène. C'est ce qu'on voit ici. Donc, sursaut oxydatif, donc il y aura une production de NADPH chez les neutrophiles qui va fournir des électrons pour ensuite produire des espèces activées d'oxygène. Donc, c'est-à-dire, on a le NADPH oxydase, le superoxyde dismutase et la myeloperoxydase. Donc, on va produire de l'eau oxygénée, des radicaux d'oxygène, des radicaux libres même ici, de l'acide hypochlorus. Tout ça, ce sont des espèces d'oxygène très réactifs et toxiques. C'est de l'eau de Javel biologique qui est produite par le phagocyte et toutes ces espèces activées d'oxygène sont ciblées dans le phagolysosome. Donc, ces espèces activées d'oxygène vont avoir un effet toxique directement sur la bactérie pour la tuer. Deuxième chose, donc on va avoir une sécrétion de protéines toxiques dans le phagolysosome. Donc on a la lysozyme plus les peptides antimicrobiens, antibactériens, qui sont sécrétés dans le phagolysosome. Troisième chose, le pH va diminuer dans le phagolysosome. Pourquoi ça c'est important? Parce que les protéases, les nucléases et les lipases qui vont être également sécrétées dans le lysosome sont activées par un pH faible. Donc, on a un tas de hydrolases, d'enzymes qui vont directement démonter les membranes, les protéines de la cellule bactérienne. Et aussi les protéines antibactériennes, enzymes et peptides, qui vont attaquer la paroi. Donc, effet toxique, effecteurs qui vont attaquer la paroi et pH faible, plus activation de protéases, lipases, etc., qui vont démonter la cellule. Et c'est comme ça que les phagocytes tuent et détruisent des cellules bactériennes.
Alors, en ce qui concerne la réponse immune adaptative, on a la réponse immune humorale et cellulaire. Donc, la réponse humorale adaptative, c'est la sécrétion d'anticorps spécifiques. Et des anticorps peuvent avoir un effet antibactérien à plusieurs niveaux. Donc, si on a des anticorps spécifiques des adhésines bactériennes, ça peut bloquer l'attachement, donc la première étape dans la colonisation. Et ça va être très important si ces anticorps sont de type IgA, c'est-à-dire qu'ils sont sécrétés aux muqueuses. Okay. Les IgG, c'est dans le sérum, IgA, c'est sécrété dans le muqueuse. Alors, d'autres actions des antigènes, c'est-à-dire anticorps, plutôt antibactériens, ils peuvent bloquer certaines fonctions essentielles pour la bactérie une fois qu'elle est installée. Donc, on peut avoir des anticorps qui bloquent les protéines de la membrane externe de la bactérie, qui peuvent être essentielles pour importer le fer, par exemple. Et donc, on va étrangler la bactérie en l'empêchant de pousser. Certaines sont importantes pour limiter la pathologie en inactivant les exotoxines. Les exotoxines sont des protéines. On peut développer des anticorps contre les exotoxines. Et d'autres anticorps favorisent la fixation du complément. Fixation du complément, c'est formation de formation du complexe d'attache membranaire. C'est l'opsonisation qui va permettre l'internalisation des bactéries. Et donc, ces deux dernières choses ici sont extrêmement importantes pour la vaccination. Plusieurs vaccins antibactériens sont basés sur les toxoïdes. Le vaccin antitétanique, par exemple, c'est un toxoïde. Donc, on développe des antigènes contre le toxide tétanique, et c'est ça qui nous protège. D'autres anticorps sont plutôt, d'autres vaccins sont plutôt axés sur ça, là, sur favorisation de la fixation du complément. Les antigènes capsulaires sont utilisés comme vaccins pour plusieurs bactéries. Et dans ce cas-là, on va développer des anticorps contre ces antigènes capsulaires, et c'est ce qui va permettre la fixation du complément et l'internalisation de ces bactéries. Alors, les CTL, on n'y pense pas tellement. Les lymphocytes T cytotoxiques, c'est plus important pour l'immunité antivirale, mais certaines bactéries sont intracellulaires et les lymphocytes T cytotoxiques sont importants pour éliminer ce type d'infection. Donc, les bactéries qui poussent à l'intérieur des cellules ne sont pas accessibles, sont pas susceptibles aux anticorps. Donc, il faut avoir un autre moyen pour les éliminer. OK. Donc, je vais vous envoyer encore une question de MKickers là pour voir si on a bien compris tout ça. OK. Qu'est-ce que j'ai mis là? Alors, donc le code, c'est ça.
Bon, allez, on va voir ce que vous pensez. Ok, donc, voilà la réponse. Alors là-dedans, il y avait 3 possibilités. Non, 5 possibilités. Il y a 3 réponses correctes là-dedans. Et en fait, 5 protéases, nucléases de la lysozyme dont le phagolyséme digère les bactéries. Ça, c'est correct. Okay, la plupart a eu bon pour ça. Le 4, des espèces activées d'oxygène sont sécrétées dans le phagolysome. Ça, c'est correct. Et extrêmement important, d'ailleurs. Okay, donc ça, c'est aussi une réponse correcte. Troisième réponse correcte, c'était le 2, peptides antimicrobiens. Ça, c'est correct. Donc 2, 4 et 5, ça, c'était les bonnes réponses. Les mauvaises réponses, c'est le 1 et le 3. Le 3, le complément. Le complément, c'est extracellulaire, c'est dans le sérum. Ça ne fait pas partie des mécanismes de destruction des bactéries dans le phagocyte. Okay. Et le 1, ça, c'est pas correct non plus. Le 1, c'est l'acidification n'a pas un rôle direct pour éliminer les bactéries. C'est plutôt un effet pour activer les protéases, les nucléases. Okay, donc, mais l'acidification en soi, c'est pas ça qui va empêcher, qui a un effet antibactérien. Là, empêcher la croissance, ça c'est dans les urines, sur d'autres surfaces de muqueuses vaginale par exemple, c'est très acide. D'ailleurs, à cause de la fermentation par une bactérie de la flore endogène. Donc, dans certains sites du corps, c'est de faible pH et un effet antibactérien, mais ce n'est pas le cas pour le phagolysosome. Okay. Donc, on a fait ça jusqu'à maintenant. Donc, voilà ce que vous devez avoir compris jusqu'à présent. Pathogène strict, pathogène opportuniste, les différents mécanismes ici, et puis le rôle des îlots de pathogénicité dans l'acquisition de ces mécanismes. On va essayer maintenant de regarder 3 exemples de bactéries pathogènes. Et je pense que vraiment le truc important à essayer de saisir ici, c'est de comprendre quelle est la contribution des différents facteurs de virulence pour ces différentes bactéries pathogènes. Parce que chaque îlot de pathogénicité va contribuer à quelque chose, à la pathogénicité de la bactérie. Donc, on va regarder un exemple d'une bactérie gram plus pathogène, Streptococcus pneumoniae, et 2 exemples des bactéries pathogènes gram moins, Salmonelle et Escherichia coli. Alors, pour le Streptococcus pneumoniae, c'est une bactérie qui va provoquer la plupart du temps des otites ou des pneumonies et de temps en temps des méningites. Donc, c'est une bactérie qui peut provoquer des infections invasives. Donc, une infection invasive, la définition, c'est quand on a la présence de bactéries dans un compartiment du corps qui normalement est stérile. Donc, une pneumonie, c'est une infection invasive parce que les poumons sont normalement stériles. Et un méningite, bien sûr, c'est une infection invasive. Par contre, une otite dans l'oreille moyenne, sans complication, n'est pas une infection invasive. Parce que c'est dans un compartiment où, en fait, c'est pas stérile normalement. Donc, si on fait la totalité de ces infections invasives, en France, on a 5 à 7 000 par an, dont 600 méningites. Et le profil d'âge des personnes qui sont touchées, c'est soit des très jeunes enfants, les nourrissons, mais jusqu'à l'âge de 4 ans, mais principalement moins d'1 an,
et ensuite les personnes âgées. Donc, à partir de l'âge de 60 ans, on commence à voir le risque augmenter un petit peu. Alors, quelle est la bête? Streptococcus pneumoniae, comment on va l'identifier? On va faire un isolement sur une géleuse de sang, et puis on va rechercher les coques Gram+, catalase-, parce que les Streptococcus, non, Staphylococcus seront catalase+. Et Streptococcus pneumoniae va montrer une alpha-hémolyse. C'est ce qu'on peut... Donc, alpha-hémolyse, on peut la voir sur la boîte ici. Là. Donc, quand on a une grande quantité de bactéries, on a une lyse des hématies. C'est pour ça qu'on utilise une géleuse sang, tandis que quand on regarde les colonies isolées, il n'y a pas vraiment un halo de lyse tout autour de la colonie. Donc ça, c'est une bêta-hémolyse qu'on a chez Streptococcus pyogène, par exemple. Donc, Streptococcus pneumoniae, alpha-hémolyse. Et une fois que l'on a ça, donc on va utiliser une série de tests biochimiques, une galerie API spécifique pour les streptocoques pour déterminer l'espèce. Alors, chez Streptococcus pneumoniae, on a des souches qui ont une capsule et des souches qui n'en ont pas. Et les colonies lisses sont des souches capsulées, et les colonies rugueuses sont des colonies non capsulées. Et ça devrait vous rappeler quelque chose. Donc, c'est 7 caractères, colonie rugueuse, colonie lisse, qui est utilisé par Griffiths et Avery pour démontrer la transmission de ADN entre différentes souches de bactéries. Et parce que les souches sans capsule sont moins pathogènes. Alors, ceci dit, on a plus de 90 sérotypes capsulaires, c'est-à-dire que les antigènes ou les répétitions de oligosaccharides qui font la capsule sont différentes d'une souche à l'autre. Donc c'est ça qui fait qu'il y a des sérotypes distincts. Mais toutes les souches encapsulées ne provoquent pas des infections invasives. Et ça, c'est utile parce que c'est ce qui a permis de développer le vaccin qui s'appelle Prevnar, qui contient des antigènes capsulaires de 13 sérotypes distincts. Mais ces 13 sérotypes-là sont responsables de plus de 95% des infections invasives, je devrais dire ici. Okay? Et c'est ça qui est grave. Donc, elles sont efficaces contre les méningites, contre les pneumonies, et un peu moins efficaces comme vaccin pour prévenir des infections non invasives comme les otites. Donc, c'est partiellement efficace contre les otites, mais efficace contre les méningites à pneumocoque. Ok, donc ça, c'est les bactéries. Ça, c'est le type de pathologie qui peut être provoquée. Alors, quels sont les facteurs de violence chez cette bête? Donc, ici, j'ai essayé de ordonner un petit peu le processus pathologique, un peu dans notre classification, colonisation, et puis invasion, survie, et puis abîmer, nuire à l'hôte. Donc, première chose, c'est comment est-ce que cette bactérie s'adhère sur les cellules? C'est avec une protéine de surface pneumococcale, PSPC. Alors, le PSPC, on peut le classer comme une adhésine non fimbriale. Et c'est ce qui va permettre à la bactérie de se fixer sur les cellules épithéliales et traverser la barrière de cellules épithéliales à la muqueuse. Donc, pourquoi? Parce que il va se fixer spécifiquement sur le récepteur aux immunoglobulines polymériques, PIGR. Donc, normalement, le PIGR, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre les IgA, sécrétés par des cellules
par des lymphocytes B, les cellules, les plasmocytes. Il va les fixer ici. Il va les emmener jusqu'à la surface apicale de la cellule épithéliale. Il va libérer les IgA dans la lumière, dans la muqueuse. Okay? Donc ça fait partie du système de défense de l'organisme. Et ensuite, le PIGA sera recyclé et va se retrouver à la surface basale, à l'âme basale de la cellule, pour récupérer encore des IgA. Alors, nos bactéries, on va utiliser le pneumocoque va utiliser ce système comme une sorte de petit taxi, parce que le PSPC va se fixer sur le récepteur des immunoglobulines polymériques, va se fixer dessus et il va l'utiliser pour être transporté sur la lame basale de la cellule épithéliale. Et donc, après, elle va se retrouver dans un compartiment cellulaire qui est normalement stérile. Et c'est pour ça que c'est une bactérie qui peut donner des infections invasives avec ce système. Donc, une fois que la bactérie se retrouve sur la lame basale de la cellule épithéliale, elle va sécréter une hyaluronidase qui va attaquer la matrice extracellulaire. Donc, il va commencer à s'installer ici, à casser la membrane la matrice extracellulaire. Elle va capter le fer par le PSPA, protéine de surface pneumococcale, qui va fixer la lactoferrine. Donc, on va prendre le fer qui est présent dans la lactoferrine. Alors, pour éviter la réponse immunitaire, c'est l'antigène capsulaire qui va être important pour cacher la peptidoglycane de la paroi bactérienne de la lysozyme, du complément, des facteurs qui peuvent être activés. Donc ça va être très important pour éviter la réponse immunitaire. Et en plus de ça, cette bactérie va sécréter une exotoxine qui lyse des cellules de l'hôte. Donc la pneumolysine, c'est une petite protéine hydrophobe qui est sécrétée sous forme de monomère et qui va interagir avec le cholestérol, ce qui va permettre son oligomérisation et ça va former un pore et va liser la membrane. Donc c'est une toxine qui va attaquer spécifiquement les cellules de l'hôte parce que les cellules eucaryotes ont du cholestérol, les bactéries non. Donc ça va contribuer à son pouvoir pathogène parce que la toxine va directement tuer des cellules de l'hôte. Okay, donc ça c'est pour le Streptococcus pneumoniae, pneumocoque. Maintenant on va aller vers donc une bactérie, un processus infectieux. Donc on va aller chez les salmonelles et j'essaie de réorganiser pour éviter d'avoir les doublons un petit peu dans le topo. Donc les salmonelles font partie des Enterobacteriaceae qui sont composées de plus de 100 espèces, qui sont les bactéries commensales chez l'homme ou chez les animaux, mais certaines Enterobacteriaceae sont des pathogènes stricts ou des pathogènes opportunistes. Donc pathogènes stricts pour l'être humain sont Salmonella, Shigella et Yersinia. Pathogènes opportunistes, ça peut être Escherichia coli ou Proteus. Donc pour nos comparaisons Salmonella et Escherichia, on va être en train de comparer un pathogène strict et un pathogène opportuniste. Donc ceci dit, les salmonelles sont pathogènes chez l'homme, mais elles ne sont pas pathogènes pour d'autres espèces qui les portent. Par exemple, les oiseaux ou les reptiles portent des salmonelles et qui font partie de leur flore commensale. Et d'où la source d'un certain nombre d'infections. Des œufs peuvent être contaminés par des salmonelles, les produits à base d'œufs qui ne sont pas cuits peuvent être des sources de contamination. Les petits tortues
gardé à la maison en animal de compagnie, aussi ça peut être une source d'infection par les salmonelles. Alors, il faut dire un mot sur la classification des salmonelles parce que souvent on a, et d'ailleurs plus tard dans le topo, on va parler de Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, des choses comme ça. Ce sont des désignations de sous-espèces. Strictement parlant, on a deux espèces dans le genre Salmonella qui sont Salmonella enterica et Salmonella bongori. Donc tous les autres trucs là, Salmonella typhimurium, Salmonella typhi, tout ça, ce sont des sous-espèces de Salmonella enterica. Et donc c'est juste une raccourci pour dire Salmonella enterica, sous-espèce typhi, etc. Okay. Ouais, une dernière chose à dire pour ça. Donc Salmonella, Escherichia, Shigella, Citrobacter, on les mettrait toutes dans le même clade, mais Escherichia est beaucoup plus proche de Shigella. Okay, ça c'est vraiment pratiquement la même espèce, mais on a deux dénominations d'espèces, un petit peu pour les raisons historiques. Alors, les salmonelles, comment on va les identifier? Ce sont des entérobactéries, donc on va les isoler préférentiellement à partir d'un coproculture, donc des cultures à partir d'un prélèvement de sel, et éventuellement à partir des némocultures en cas de suspicion de fièvre typhoïde. Donc on va les isoler sur un milieu sélectif, dans le milieu SS, qui va intégrer des indicateurs colorés pour nous indiquer de la présence de bactéries qui sont lactose moins et capables de former du sulfide, en utilisant le thiosulfate comme un récepteur d'électrons pour la respiration en anaérobie. Alors, c'est ce qui donne les colonies noires. Donc, le sulfide ici va réagir avec du fer qui est également présent dans la géleuse. Et on va avoir des colonies qui sont noires sur un milieu SS. Ça, c'est indicatif d'un salmonelle. Non, une salmonelle, il me semble. Donc, une fois qu'on a une indication de salmonelle, on va faire une identification par un test de marqueur biochimique en galerie API pour confirmer l'identification. Donc ici, ONPG, ça c'est notre lactose négatif. H2S, ça c'est positif. Et indole neg, ça c'est typique de salmonelle. Ensuite, ce qu'on va faire, donc ça va nous donner une identification au niveau espèce. Salmonella enterica. D'accord? Ensuite, pour identifier la sous-espèce, il faut effectuer un test de sérotypage qui donne ça comme résultat. Okay, est-ce que vous avez vu comment ça marche, le test sur billes de latex? Qui dit oui? Qui dit non? Ok, on va voir ça. Ok, donc, le sérotypage va être utilisé pour un bon nombre de bactéries pour distinguer soit les antigènes O, qui sont les répétitions dans quoi? L'antigène O. C'est dans la LPS. Antigène O, sucre, c'est pour ose, c'est les sucres dans la LPS, les parties variables. Les antigènes H, c'est quoi? Flagelle. Et les antigènes K, qui vont être dans les antigènes de la capsule. Alors, comment se souvenir ce qui est quoi? Ok, O, c'est pour ose, c'est les sucres à l'extérieur, les sucres répétés à la surface de la LPS. K, capsule, ça c'est facile à se souvenir.
C'est des Allemands qui avaient fait ça, ils écrivent capsule avec un K. H, les flagelles. Les flagelles, c'est le seul qui est en protéines dans les trois ici, ok? Donc les flagelles, les antigènes sont sensibles à la chaleur. H, c'est pour heat, ok? L'antigène H, flagelle. Oh, vous vous souvenez par cœur, c'est à vous de voir. Donc, imaginons que l'on a deux bactéries qui ont différents antigènes O. Ok, on voit ça. Et on veut savoir lequel est lequel. Donc, on a une bactérie. Bon, c'est les salmonelles, c'est les bacilles, n'est-ce pas, grand moins. Donc, on les dessine en bacilles. Donc, on va dire que celui-ci a un antigène O1 et celui-ci a l'antigène O2. Donc, on va les mixer, on va les mélanger avec des billes de latex qui sont recouvertes d'anticorps. Et ça va être un anticorps spécifique de l'antigène O1 sur cette bactérie. Donc, si on mélange une suspension de ces bactéries-là avec les billes en latex recouvertes de l'anticorps qui reconnaît cet antigène, on aura les billes qui sont comme ça. Les bactéries qui sont comme ça. Les anticorps vont réagir avec les antigènes qui reconnaissent et on aura la formation d'un amas de cellules bactériennes et de billes. Donc on aura une agglutination. Si on mélange ces billes-là avec un anticorps spécifique de l'antigène O1, avec des bactéries qui présentent l'antigène O2, les anticorps ne vont pas se fixer sur la bactérie, donc les billes et les cellules bactériennes vont juste rester en suspension. Donc on regarde ça sous une petite loupe binoculaire à faible grossissement et on voit en 20-30 minutes à température ambiante le résultat de notre typage sérologique. Donc ça donne ça. Donc ça c'est quoi selon? Donc un de ces deux là c'est un résultat positif et l'autre c'est un résultat négatif. Qui dit que ça c'est le positif? Qui dit ça? Qui dit que ça c'est le négatif? Oh, oui, c'est un positif, ça. Les petites pointes, là, ça, c'est quand c'est tout agglutiné. Okay, quand c'est comme ça, c'est totalement uniforme. On a les billes en latex qui sont en suspension uniforme dans le liquide. Okay, l'agglutination, c'est ça. Hein. D'accord? Donc, le sérotypage, ça marche comme ça. Enfin c'est l'une des techniques de sérotypage et probablement plus fréquemment utilisée parce que c'est très rapide à lire. Tout le monde est clair là-dessus. Donc, ce que l'on fait avec notre souche de salmonelle que l'on a isolée, que l'on a identifiée avec des tests biochimiques, c'est qu'on va utiliser une batterie de billes de latex avec des anticorps spécifiques de tous les différents antigènes O, K et H des différentes salmonelles connues. Et c'est ce qui va nous donner la classification Kaufman-White qui permet de classifier des salmonelles en fonction de leur antigène O, la LPS, l'antigène H, le flagelle, et la présence ou non d'une capsule. Donc, la plupart des salmonelles sont non capsulées. Okay. En fait, c'est l'antigène de H qui aide mieux pour l'identification, parce que c'est là où on a une correspondance entre l'antigène et l'espèce, ou la sous-espèce de salmonelle. D'accord? Donc, paratyphie A, il a un antigène H, A. Paratyphie B, il a un antigène H, B. Salmonella typhi, sous-espèce typhi, a un antigène H de D. Okay? Donc, c'est comme ça que l'on identifie la souche de salmonelle qui est présente au niveau sous-espèce.
Ok, donc ça c'est un petit peu la bête. Qu'est-ce qu'elle va faire si on ingère une salmonelle? Dans la plupart des cas, on aura une gastro-entérite à salmonelle qui sera provoquée soit par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium. Donc l'enteritidis, c'est la salmonelle qui est portée passivement par les poules. Et donc, c'est ce qui va mener à une contamination des produits dérivés des œufs. Typhimurium peut contaminer des viandes. Alors, si on a de ces deux-là, on va avoir quoi? Diarrhée, crampe abdominale, fièvre. On a la fièvre parce qu'il s'agit d'une infection invasive. Donc, les bactéries se retrouvent dans un compartiment qui normalement est stérile, et c'est ça qui déclenche la fièvre. Si vous avez une gastro-entérite à salmonelle sans complications, on va vous dire de rester à la maison, boire beaucoup d'eau, vous reposer et revenir voir le médecin si ça ne s'arrange pas tout seul. Donc, les salmonelleuses peuvent donner lieu à des toxi-infections alimentaires collectives, mais en fait, elles sont un petit peu en perte de vitesse, les salmonelleuses. Hein. Depuis 20 ans, là, c'est la ligne bleue ici. Il y a 20 ans, c'était la salmonella, c'était le roi. C'est le roi des toxi-infections alimentaires collectives. Mais maintenant, c'est le roi déchu parce qu'elle n'arrive qu'en en 4e place dans le groupe. Hein. Un peu comme le Samoa, mais bon. Donc néanmoins, responsable d'un certain nombre de toxi-infections alimentaires collectives tous les ans en France. L'autre pathologie provoquée par la salmonelle, c'est la fièvre typhoïde. Donc cette fois-ci, c'est une infection qui démarre dans l'intestin, dans la transmission par voie orale. Les gastro-entérites à salmonelle, qu'on a vu précédemment, sont des infections invasives, mais qui restent localisées. Donc les bactéries restent au niveau de la muqueuse de l'intestin. Dans le cas de la fièvre typhoïde, les bactéries sont libérées dans le sang, on a une bactérémie, et du coup, on peut avoir beaucoup plus de risques de mortalité. Parce que la bactérémie peut entraîner un choc septique. Alors, on considère qu'il y a probablement 21 millions de cas par an. Donc, il y a un taux d'infection important au niveau mondial. Et ça va provoquer quelque chose comme 200 000 décès. Donc, 1% des personnes avec une fièvre typhoïde vont mourir. Et puisqu'on a 20 millions de cas par an, ça fait pas mal de morts tous les ans. Donc, ce n'est pas vraiment un problème en France. Donc, il faut faut retourner un petit peu dans le passé pour trouver les derniers cas. Mais il y avait un petit foyer épidémiologique en 98 où 20 personnes ont chopé la même bactérie qui était présente dans le plat qui était partagé. Et donc, ils ont développé ou elles ont développé une fièvre typhoïde. Et, wow, non, je lis mal ma propre diapositive. Donc, on avait 95 infections, dont 20 avec une fièvre typhoïde. Donc, la fièvre typhoïde, c'est plus grave comme infection. Donc, si vous êtes diagnostiqué, vous avez besoin d'un traitement antibiotique parce que vous allez avoir des bactéries dans le sang et un risque d'avoir une atteinte grave. Et on va vous prescrire des fluoroquinolones qui vont agir sur la réplication de l'ADN bactérienne, vont empêcher la réplication de l'ADN bactérienne, et les céphalosporines qui vont attaquer la paroi. Alors, donc ça c'est l'infection, mais comment ça marche pour les salmonelles? Donc c'est une bactérie invasive, donc quand on les ingère, elles vont arriver sur les entérocytes, c'est l'épithéliat de l'intestin grêle. Elles vont se fixer sur ces cellules, elles vont provoquer leur propre internalisation et elles vont survivre malgré leur phagocytose par des macrophages. Ensuite,
bon, ben, ces macrophages vont partir et vont aller ailleurs dans le système lymphatique. Donc, c'est les macrophages infectés qui vont disséminer la bactérie. Donc, on a une certaine défaillance du système d'élimination des bactéries après la phagocytose. Donc, première chose dans ce processus, c'est l'internalisation des salmonelles par des entérocytes qui sont normalement non phagocytaires. Donc ça, c'est provoqué par les gènes dans le SPI1, îlot de pathogénicité des salmonelles. Et donc, les salmonelles vont injecter dans les entérocytes par un système de transport de type 3 des protéines bactériennes qui vont provoquer la phagocytose de la bactérie. Donc, la bactérie va donner des ordres à la cellule de l'hôte via l'injection de cellules bactériennes. Alors, la phagocytose, normalement, c'est un arrêté de mort pour une bactérie. La plupart des bactéries veulent éviter la phagocytose. Tandis que la salmonelle va même la provoquer. Elle aime ça. Ah oui. Il y a des gens qui aiment des choses bizarres. Hein. La salmonelle, son truc, c'est faites-moi mal. Allez, phagocytez-moi. Donc, une fois dans le phagocyte, elle doit survivre. Et le système employé par les salmonelles, c'est de détourner la maturation du phagolysosome. Donc, la première chose, c'est que la salmonelle va détecter qu'elle est internalisée par le système FOP-FOQ, et l'activation de ce système va démarrer l'introduction, la transcription d'autres gènes, d'autres facteurs de virulence. Donc, le SPI2, encore une fois, c'est un système de transport qui va injecter des protéines effectrices dans le phagocyte, et c'est ça qui va empêcher la maturation du phagolysosome. Donc, il n'y aura pas d'acidification, pas de lysozyme, pas de sécrétion de protéase, pas d'activation de lipase et tout ça. Donc, le phagolysosome va rester une sorte de petite maison sympa pour une cellule bactérienne. Parce que la maturation est empêchée par ces protéines du SPI2. D'autre côté, elle va exprimer la SPI3 parce que un truc qui manque pour la bactérie, c'est le magnésium dans le phagolysosome. Donc, la SPI3 va permettre de capter le magnésium, c'est un sidérophore en magnésium. Alors, FOP, FOQ, ce qu'on a dit, FOQ, c'est dans la membrane plasmique de la bactérie. Elle va détecter une faible concentration de magnésium. Cette interaction va permettre la phosphorylation de FOP, et c'est ça qui va activer les différents gènes de virulence. Donc, pour mettre tout ça ensemble, okay, SPI1, ça permet l'internalisation dans les entérocytes. Donc, ça, c'est important pour l'attachement, la colonisation et l'invasion. SPI2, FOQ, FOP et SPI3, tout ça, c'est survivre à l'intérieur du phagocyte. C'est ça la fonction de ces molécules-là. Alors, pourquoi, donc, quand on regarde les sous-espèces S. typhi et S. enteritidis, donc le S. typhi, c'est le seul qui provoque la fièvre typhoïde. Enteritidis provoque des gastroentérites, mais pas de fièvre typhoïde. Ce qui veut dire que SPI 1, 2, 3 et les FOP, FOQ, ça suffit pour permettre une infection invasive et provoquer une pathologie, mais ça ne suffit pas pour échapper totalement au système immunitaire et permettre la dissémination partout dans le corps. Donc pour ça, pour installer une fièvre typhoïde, il faut également le SPI7, l'îlot de pathogénicité majeure, et les protéines codées ici permettent la synthèse de l'antigène capsulaire. Donc un peu comme le streptocoque pneumoniae, la capsule, c'est très important pour la pathogénicité. Okay, pas de capsule, pas de fièvre typhoïde pour les salmonelles.
Alors, dans le cas des gastroentérites, on n'a pas, et d'ailleurs dans les deux cas, on n'a pas d'exotoxine qui est sécrétée par les bactéries. Donc la pathologie, la fièvre et tout ça, c'est plutôt lié à l'endotoxine. C'est la LPS de la bactérie qui va provoquer l'inflammation. Quand c'est localisé, ça va vous donner la gastroentérite. Quand c'est systémique, ça donne la fièvre typhoïde. Donc la pathologicité, c'est lié à l'endotoxine cette fois-ci. Ok, bon, c'est un peu lourd à digérer tout ça. Donc, on va faire encore une petite question pour voir si vous avez bien compris les différences ou les processus pathogènes chez Salmonelle et chez le Streptocoque. Allez. Ok, donc le code c'est ça, 702-148. Et les questions sont ici. Ok. Allez, on va voir le bilan des courses là. Ok, qu'est-ce que vous avez dit pour ça? Alors, on veut quelque chose qui soit vrai pour les salmonelles, et fausse pour Streptococcus pneumoniae. Alors, on a une toxine qui lise les cellules de l'autre, ça c'est vrai pour Streptococcus pneumoniae et c'est faux pour salmonelle. Okay, donc ça, c'est pas bon. Ça. La bactérie peut survivre à l'intérieur des phagocytes. Oui, c'est vrai pour les salmonelles, c'est spécifique des salmonelles. C'est pas vrai pour le Streptococcus pneumoniae. L'antigène capsulaire est un facteur de violence important. Ça, c'est vrai pour les deux.
les pneumocoques non capsulés sont moins pathogènes que les souches capsulées. Donc, ce n'était pas la bonne réponse pour cette question. Dernièrement, la bactérie possède un mécanisme spécifique permettant son transport à travers la barrière épithéliale. C'est vrai pour les deux. Ce n'est pas uniquement vrai pour Salmonella enterica, parce que Salmonella enterica, c'est la SPI1 qui permet le transport à travers les entérocytes. Pour le pneumocoque, c'est le PSPC qui permet d'emprunter le récepteur des immunoglobulines polymériques. Donc, les deux sont dotés de mécanismes qui leur permettent de traverser les barrières épithéliales et démarrer une infection invasive. Donc, on a 10 minutes pour essayer de regarder les joies de les Escherichia coli. Ok, très rapidement, Escherichia coli, bacille grand-moins, comme des salmonelles. Caractéristiques biochimiques, lactose plus, indole plus, uréase neg. Donc ça, c'est lactose plus, indole, on est là, indole plus, uréase neg. Donc ça, ces traits marqueurs sont très importants. Et pareil pour les salmonelles, si on veut un typage infra-espèce, au niveau de la sous-espèce, on va faire un sérotypage pour des antigènes O, H et K. Et donc, on va avoir des sérotypages du type Escherichia coli O157, H7. Donc, les Escherichia coli, la grande majorité sont des bactéries commensales, dont notre tube digestif, totalement inoffensive. Et on peut en avoir jusqu'à 10 puissance 8 par gramme de sel. Mais certaines souches sont des pathogènes. Et on peut avoir des souches qui provoquent des infections à des sites non entériques, les Escherichia coli europathogènes. Mais ce qui va nous concerner, c'est uniquement les Escherichia coli entériques, okay, entéropathogènes, ou provoquant différentes pathologies de l'intestin. Et comme on a vu avant, la capacité de provoquer une infection urinaire, ça dépend de l'adésine. Alors, les infections entériques à Escherichia coli sont la deuxième cause de diarrhée chez l'enfant après les rotavirus. Normalement, en France, pas vraiment de problème, mais au niveau mondial, c'est un problème. Ça peut provoquer une déshydratation aiguë et ça peut être dangereux pour des très petits enfants. Et ce qui va être le problème pour vous, c'est de comprendre qu'en fait, on n'a pas juste une pathologie, on a 4 pathologies distinctes qui peuvent être provoquées par différentes souches de Escherichia coli qu'on appelle des pathovars, des variantes de pathologie en quelque sorte. Donc, on a les ETEC, les EPEC, les EIEC et les EHEC, que l'on va essayer de comprendre. Donc, les ETEC, en Escherichia coli entérotoxigénique. C'est ce que c'est ce que vous cultivez, c'est ce que vous êtes en train d'expérimenter quand vous chopez une diarrhée des voyageurs. Alors, ce qui va se passer, c'est que la coli va se fixer sur les entérocytes via des adhésines fimbriales. Et ensuite, elles vont sécréter des exotoxines qui vont avoir un effet sur les entérocytes. Donc, très proche de ce qui se passe pour le choléra. Okay, donc, on va avoir une diarrhée liquide avec beaucoup d'expression d'eau. Donc, ah oui, fimbriale ou non fimbriale, selon la souche. Donc, pour les ETEC, adhésion sur la surface des entérocytes, adhésine fimbriale ou non fimbriale, le grand truc, la pathologie est liée à la sécrétion d'une toxine, exotoxine. Et on trouve ces facteurs de violence sur les plasmides. Donc, ils peuvent être échangés facilement entre bactéries. Alors, les EPEC.
c'est ça qui donne énormément de cas de diarrhée infantile chez nous, mais particulièrement dans les pays en voie de développement. Donc on a un attachement de la bactérie sur les entérocytes en 2 étapes. D'abord une adhésine fimbriale et ensuite une protéine qui s'appelle l'intimine. L'intimine va vraiment coller la bactérie sur la surface de l'entérocyte avec une interaction très forte. Ensuite, la bactérie va injecter dans l'entérocyte des protéines qui vont réorganiser l'actine et c'est ce qui va mettre la bactérie sur une sorte de piédestal formé d'actine ici. Là. Donc le résultat, c'est ce qu'on voit également en microscopie électronique à balayage. Et le résultat, c'est que les entérocytes vont perdre leur microvillosité. Donc on a beaucoup de problèmes de réabsorption des nutriments. Tout ce qui n'est pas résorbé par les entérocytes, c'est disponible pour les bactéries de l'intestin. Donc vous allez avoir 1 tonne de fermentation dans l'intestin et c'est ça qui va provoquer des symptômes. Alors, on a aussi quelque chose qui s'appelle les bactéries, les Escherichia coli entéro-invasives. Donc jusqu'à présent, les ETEC et les EPEC sont non invasifs, c'est-à-dire la bactérie reste dans la lumière de l'intestin. Donc il n'y a pas de colonisation d'un site qui est normalement stérile. Mais les Escherichia coli entéro-invasives vont être traversées la barrière épithéliale. Et c'est pour ça qu'on a une fièvre. Okay, et on aura également le tissu qui est abîmé. Donc, sang et glaire dans les selles. Très proche de la pathologie qui va être provoquée par des shigelles. Donc ça va être plutôt une sorte de syndrome de dysenterie. Diarrhée sanglante, plus fièvre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a une étape d'adhésion, internalisation, et cette fois-ci, ce n'est pas comme les salmonelles, la bactérie va échapper à la phagolysosome et vivre à l'intérieur du cytoplasme de la cellule infectée. Et donc, on a une infection invasive, donc c'est un compartiment normalement stérile qui est colonisé par la bactérie, et une atteinte directe à l'épithélium. Donc, probablement, les dégâts sont provoqués par l'endotoxine, parce qu'il va y avoir une réaction inflammatoire très très forte du fait que la bactérie est directement en contact avec les cytosols ici. Néanmoins, ça reste une infection localisée. Alors, notre dernier exemple, ce sont les Escherichia coli entéro-hémorragiques qui sont les plus sévères, sont les plus pathogènes. Alors, ces bactéries sont liées aux épidémies récurrentes, un petit peu aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, généralement chez les enfants, et liées à la consommation de viande bovine contaminée. Donc, c'est les bœufs, c'est des vaches qui portent passivement ces bactéries, sans développer de pathologie. Et lorsque l'animal va à l'abattage, il peut avoir une contamination de la viande par des matières fécales. Et dans le cas où on a de la viande hachée, ce qui était à l'extérieur du morceau de viande peut se retrouver à l'intérieur. Donc les bactéries peuvent se retrouver à l'intérieur du steak haché et donc protéger de la chaleur. Ce n'est pas comme un steak, une bavette ou un truc comme ça, on cuit de côté 30 secondes et puis c'est bon. Donc les bactéries peuvent persister à l'intérieur. Donc, c'est un peu dommage, mais pourquoi c'est méchant? Encore une fois, on a une diarrhée sanglante, on a de la fièvre, et cette fois-ci, on peut avoir un syndrome hémolytique urémique qui est composé avec une association d'une anémie hémolytique et une insuffisance rénale. Donc, dans ces 2 cas, c'est lié à l'expression d'une exotoxine par la bactérie qui a une forte toxicité pour les cellules de rein et qui va également lyser les hématies. Donc, ce qui se passe ici, c'est les
Escherichia coli entéro-hémorragiques sont très proches des EPEC, c'est-à-dire qu'elles vont se fixer sur les entérocytes par le même système, adhésine plus intimine, mais en plus de ça, elles vont sécréter en exotoxine qui va être extrêmement toxique. Donc on a les cellules épithéliales qui meurent ici, c'est ça qui mène à la diarrhée sanglante, et la toxine qui va passer dans le sang va avoir des effets systémiques, même si la bactérie n'est pas présente. Alors, la toxine est encodée sur le chromosome et portée par un bactériophage. Donc c'est un autre type d'ADN mobile entre bactéries. Ouais, je vais sauter ça parce que ce n'est pas super important. Donc, si vous avez une de ces infections, donc si vous avez juste une infection non invasive, le conseil, c'est de boire de l'eau, vous réhydrater et ça va passer bien pour vous. Ça va bien se passer pour vous dans 2 ou 3 jours. Si vous avez une infection invasive, les EIEC, on va vous prescrire des antibiotiques, mais il est très important d'exclure les EHEC de la diagnostic parce que les fluoroquinolones vont réactiver une infection lytique du bactériophage qui porte la toxine. Donc, si vous traitez par des antibiotiques, vous allez augmenter l'expression de la toxine et la pathologie peut être plus sévère. Donc, il n'y a pas de bénéfice clinique à traiter les personnes avec une Escherichia coli entéro-hémorragique avec des antibiotiques. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de traitement. On essaye d'échanger tout le sang, et parce que la toxine, c'est dans le plasma, donc on fait une plasmaphérèse, on élimine le plasma de la personne infectée, on remplace avec un plasma sain. Et voilà un petit résumé. Ce n'est pas sur le poly que j'ai donné. Je vais mettre ça sur Madoc pour avoir un petit peu le résumé de ce que vous devez essayer de connaître sur les 3 bactéries pathogènes. D'accord? Donc on se revoit prochainement pour les virus et les bactériophages.